Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Auditrices, auditeurs, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Un numéro 28 qui est particulier aujourd'hui puisque pour la première fois en 3 ans, nous avons avec nous un invité, Nicolas Clément. Nicolas Clément, bonjour. Bonjour Olivier, plaisir. Je vais introduire le reste de nos collaborateurs, puis ensuite je te laisserai la parole pour que tu puisses présenter tes activités. À ma gauche, monsieur Julien Rombaud est là. Julien Rombaud, comédien et cinéphile et critique également. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Qu'as-tu pensé du programme aujourd'hui ? Écoute, je ne vais pas déjà spoiler sur mon programme, mais des choses réjouissantes et d'autres un peu moins, je trouve. Très bien, bon, ok, donc mi-figue, mi-raisin. Et qu'en pense Lucien Alflands en face de moi ? Lui aussi, cinéphile et critique de cinéma à ses heures. Salut les gars, tout pareil. Tout pareil. Tout comme Julien. Et monsieur Manuel Assela à ma droite, comment vas-tu Manu ? Très bien Olivier, et toi ? Ça va, ça va. Tu as vu des beaux films outre le programme ? J'ai vu des meilleurs films que ceux au programme, oui. Oh ben, tu nous en parleras peut-être en conseil alors. Tout à fait. Alors nous avons, comme je le disais en introduction, nous avons aujourd'hui un invité avec nous qui est monsieur Nicolas Clément, critique au Focus Vif. Et on vous avait parlé la fois dernière du crowdfunding pour le projet Le Kinographe. Et en fait, Nicolas fait partie de l'équipe du Kinographe. Il va nous en dire un mot. Oui, donc le Kinographe, donc c'est le premier cinéma éphémère de Bruxelles qui va ouvrir ses portes fin avril, le dernier week-end d'avril, le 27, dans les anciennes casernes d'Ixelles, donc c'est les anciennes casernes militaires qui sont occupées aujourd'hui par la gendarmerie, je pense. Pourquoi cinéma éphémère ? Donc ce qu'on appelle pop-up cinéma, un peu dans les milieux un peu branchouilles, comme il en existe à Paris par exemple, parce qu'en fait ces anciennes casernes militaires vont être réaffectées en logement universitaire à la fin 2020, et plutôt que de ne rien faire dans ces casernes, l'idée c'est d'affecter des projets temporaires, donc pendant 18 mois. Il va y avoir une 50aine de projets citoyens qui vont prendre place là, et en fait il se trouve qu'il y a une salle de cinéma que nous on va occuper, donc sous un modèle coopératif, puisque Kinographe est né à l'initiative d'une coopérative qu'on a fondée il y a un peu plus de 2 ans avec une bande d'amis cinéphiles qui s'appelle Cinécité. Voilà. Super, donc le 27 avril, et on ne sait pas encore ce qu'il y aura au programme ce soir-là, mais j'imagine qu'il y aura une belle fête. Alors a priori, donc, il y avait une salle de cinéma dans les casernes, mais il n'y avait pas de projecteur de cinéma, donc on a organisé une campagne de financement participatif, un crowdfunding, qui s'est terminée il y a quelques jours, et la première soirée serait plus ou moins, si pas privatisée, en tout cas réservée à tous les contributeurs en fait. Donc je préfère rien dire, c'est un film en fait qui n'a pas de distributeur en Belgique a priori qui fera l'ouverture, donc ce serait une sorte de bonus, un coup de cœur qu'on a eu en festival et qui a priori ne sera pas montré ailleurs en Belgique. Cool, merci. Malheureusement, à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus participer au crowdfunding et donc être invité à cette super fête. Désolé pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai oublié de dire le programme, puisque ce programme qui a causé de grandes réflexions et de grandes discussions en amont de la préparation de cette émission. Donc, on va parler aujourd'hui de Ash is the Purest White, Les Éternels de Jia Changke. Puis on parlera de Triple Frontière, le film de J.C. Chandor qui est en fait visible sur Netflix. On parlera de Vice, le film d'Adam McKay. Et puis de Leto, le film de Kirill Serebrennikov, qui sort seulement maintenant en Belgique. Mais nous sommes un podcast belge. Et donc voilà, nous devons affirmer notre identité. On commence tout de suite avec Les Éternels, le film de Jia Changke. 能活下回应该是最干净的了吧？经过高温燃烧，野灰不就是最干净的？
Les Éternels ou Ash is Purest White, c'est donc le nouveau film écrit, réalisé et produit par Jia Changke. Le réalisateur est actif depuis la fin des années 90 avec des films comme Plateforme ou Plaisir Inconnu. Aujourd'hui, il est considéré comme un cinéaste contemporain majeur, un témoin des transformations de la société chinoise, à l'instar d'un cinéaste comme Wang Bing du côté documentaire. Dans la continuité de A Touch of Sin en 2013 et Au-delà des montagnes en 2015, Les Éternels est un film assez ample, d'une durée de 2h15, se déroulant sur une vingtaine d'années, et on y retrouve sa muse et épouse, l'actrice Zhao Tao. Le film est coproduit par la France, donc au générique pas mal de Français, dont le chef opérateur Éric Gauthier, collaborateur récurrent de Arnaud Desplechin. Au début des années 2000, à Datong, dans la province du Jiangxi, donc c'est la province d'où est originaire le réalisateur, on rencontre Kiao, c'est Zhao Tao, une jeune femme en couple avec Bin, un petit caïd de la pègre locale. Alors que le pays s'ouvre à l'Occident, le père désargenté de Kiao lutte contre la fermeture de la mine voisine, mais les affaires du malfrat Bin semblent plutôt prospères. Suite à une altercation avec une bande rivale, Kiao va sauver la mise à son amant et être jetée en prison. Et 5 années plus tard, elle est libérée et part à la recherche de son ancien mec. Manu, qu'as-tu pensé du film ? C'est un beau film qui est porté par un très beau personnage féminin, qui est assurément, je pense, un des points forts du film, notamment de la relation qu'elle entretient avec son amant. Après, malheureusement, si son amour contrarié à elle est indéfectible, le mien a tendance à un peu à s'étioler au fil du film, par la tendance qu'a Jiangke de systématiquement choisir des chemins de traverse, et pour moi le film a beaucoup de mal à se remettre de son début extrêmement accrocheur et de la séparation des deux amants autour d'une des grandes scènes pivots du film. Après la sortie de prison, pour moi il se perd un peu dans des considérations un peu trop théoriques par mon sens sur la masculinité, l'image de la masculinité, le changement d'une époque, et tout ce qui entoure en fait le personnage masculin est en fait assez théorique et assez peu incarné, et voilà, donc j'ai toujours le plaisir et l'accroche vis-à-vis du personnage féminin, mais je trouve qu'il y a une bascule qui est pas très bien gérée à partir de ce moment-là. Lucien ? Je suis assez d'accord avec Manu dans l'ensemble. Mais le film est extrêmement théorique, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a toujours fait. Yazanke, j'ai l'impression d'aller chercher des métaphores au-delà de ses histoires primaires. Moi, j'aime bien ces 3 derniers films que je trouve dans lesquels il y a une ouverture peut-être un peu moins exigeante qu'avant, en s'attachant au genre comme ça. Il prend un peu, pour moi le film raconte peu ou prou la même chose qu'Au-delà des montagnes, mais d'une manière un peu différente. Si le film est très théorique et que tu trouves le traitement du personnage masculin moins fort que celui du personnage féminin, je suis absolument d'accord là-dessus, mais c'est parce que pour moi, il s'attache à ce personnage féminin qui représente le peuple chinois. Pour moi, il y a vraiment une métaphore à aller chercher de ce côté-là, là où son compagnon représente un État qui est en mutation totale, une ancienne manière de gérer. Et je pense que, entre autres, la scène clé dont tu parles, cette scène d'une très grande violence, de bagarre, je vais y arriver. La scène de baston. La scène de bagarre, elle est assez, moi je la trouve assez géniale sur ce point de vue-là. Elle est très très peu découpée, mais par les placements de caméra et par le rapport de domination entre les personnages, ça montre vraiment un changement de pouvoir. C'est l'ancien patron, une sorte de petit dictateur comme ça qui ploie sous les coups d'une nouvelle génération. C'est donc vraiment la fin d'une époque, littéralement la fin d'un acte pour le film, comme je le disais. Et ce personnage masculin, par la suite, gardera cette espèce d'aura. Et ce sont ces jeunes agresseurs qui prendront toute la lumière. C'est un changement dans le gangstérisme n'est plus le même. Ça, c'est pas vraiment montré. Tu théorises dessus parce que ces petits jeunes, etc. Ce changement, il est très en sous-texte. Il n'est pas pleinement traité, quoi. Tout le film est comme ça. Moi, en tout cas, je le vois assez de manière assez littérale. Du coup, je pense qu'il a vraiment un discours sur une Chine qui devient de plus en plus capitaliste, qui s'ouvre sur un monde mais qui commence à pisser sur ses valeurs d'antan. Et je pense qu'il n'y a aucun jugement là-bas, il constate juste ça. Je trouve qu'il y a des scènes absolument géniales dans cette dernière partie qui pourtant me tient moins narrativement, mais que je trouve très très belle. C'est sa manière, juste à travers des mouvements de caméra, certains cadres, comment il arrive à filmer vraiment son pays dans un passé relativement proche, parce que je sais pas exactement, c'est de quoi, fin 90, début 2000, le début du film. Le début du film, c'est en 2000, ouais. Ouais, c'est ça. Et d'un pur point de vue graphique, il arrive vraiment à montrer
la mutation de ce pays. Je trouve, on voit vraiment les bribes de tradition ancestrale et ce capitalisme, cette ouverture sur le monde qui vient dévorer tout ça et ce mélange. Je trouve que visuellement, graphiquement, ça marche extrêmement bien. Maintenant, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec ce que disait Manu au début. La dernière partie m'enivre moins que la première. Ouais, Nicolas ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Sur la forme, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. C'est le film d'un vrai cinéaste. Moi, ce qui m'a pas mal impressionné dans le film, c'est la maîtrise du temps, en fait. Le film est construit comme une boucle, en fait. L'histoire fait boucle. Les plans sont inscrits dans une durée. Il y a des plans qui durent longtemps. On est parfois à la limite du plan séquence. Il procède par ellipses narratives, des fois des grosses ellipses, mais qui sont tout à fait limpides. Donc je trouve qu'en termes de narration et de mise en scène, Lucien l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vraiment c'est assez parfait. Sur le fond, je dois bien avouer que ça me parle très peu, en fait. J'avais déjà eu ça avec Touch of Sin. Ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Je trouve que c'est un cinéma très froid. J'ai l'impression de voir le film à travers une vitre, comme ça. C'est un beau portrait de femme. Et effectivement, sur fond d'évolution du visage de la Chine contemporaine, c'est très maîtrisé, mais voilà, personnellement, je trouve pas beaucoup d'accroche. Tu dis froid, moi je trouve justement qu'il y a plutôt une tristesse, une mélancolie, un truc comme ça qui fonctionne assez bien et qui fonctionne avec ce travail sur la temporalité dont tu parles. Je trouve qu'il y a une très belle scène qui est en suspens où le personnage féminin prend un train où elle peut, c'est une scène qui sert un peu à rien, si ce n'est, c'est une ouverture totale comme ça où elle peut se réinventer totalement, et c'est aussi une manière de montrer comment ce personnage et par allégorie ce peuple a la possibilité de se réinventer sans que ce soit fondamentalement possible. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça où il se permet des choses un peu plus libres, même une fantaisie, hein, enfin sans trop en dire, mais l'histoire de l'OVNI par exemple dans le film. Mais le côté froid, moi je le rattache plutôt au côté très théorique dont on a parlé précédemment. Je suis assez d'accord et je pense que c'est dû entre autres au fait qu'il se fout complètement de cette intrigue autour de la pègre, etc. Tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment de la structure en trois actes, la avec structure et ce qu'il va raconter sur sa société, je vais dire, à travers. Enfin voilà, il sort jamais de ce microcosme-là parce qu'il y trouve tous les tenants et aboutissants pour raconter sa grande histoire et il s'arrête là et il n'a pas besoin de plus et c'est vrai que c'est un peu dommage entre guillemets. Oui, je crois qu'on va arriver à un certain consensus, malheureusement ou heureusement, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit également, si ce n'est répété qu'effectivement je suis assez impressionné, moi c'était mon premier film de cinéaste, assez impressionné par la manière qu'il a d'interroger la Chine et la société, donc par le prisme de ce couple et par le prisme de cette femme, surtout de cette seule femme. Et voilà, après, pour rebondir sur ce qui a été dit un petit peu, moi je trouve que les moments fantaisie, etc., d'OVNI, ou ce côté un peu science naturelle qui arrive à un certain moment, je trouve que c'est un peu sa limite aussi, parce que je trouve ça assez cheap, assez mal foutu, comment ça s'intègre dans un récit qui en fait se tient et qui a quelque chose d'assez classique, d'assez mythologique presque. Mais voilà, à côté de ça, je trouve qu'il y a un chouette mix entre la mafia, la pègre et puis ce romantisme un peu kitsch, et je trouve voilà que c'est un film, et ça a été dit aussi, qu'il y a des fulgurances, des très belles scènes. Cette scène pivot dont vous avez parlé, très limpide, la scène des danses dans la boîte, etc. Enfin, c'est des choses que je trouve surprenantes, parce que je trouve que à travers les thèmes qu'il aborde, donc que j'identifie comme la résilience, le pouvoir de l'amour, de surmonter les épreuves, les humiliations, c'est presque ce devoir d'aimer dont elle parle. Je trouve que la façon qu'il a de traiter ces thèmes est assez inédite et assez singulière, et comment il arrive à faire fructifier un petit peu toutes ces strates ensemble, à les greffer les unes aux autres. C'est un cinéma qui me semble singulier et qui éveille de la curiosité en moi. Après, je suis d'accord avec vous sur la perte du dernier tiers. Je trouve que ça manque un peu de rythme, et je ne suis pas complètement happé, mais ça me donne envie de voir les films dont vous avez parlé. Très bien. Bon, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais aller vite. Mais globalement, je ne suis pas hyper d'accord avec vous, en fait. Non, je trouve que là où je trouvais la mise en scène, et notamment la mise en image, les cadrages et les plans séquences, limpide et gracieux et impliquant dans les deux, surtout dans Touch of Sin, je trouve que là, dans pas mal de plans,
Il y a l'effet fenêtre, comme tu dis. Je trouve que les déplacements des personnages sont assez assujettis à la place de la caméra. Et je trouve qu'en fait, on sent la place de la caméra dans certains plans. Notamment la scène de la boîte où le mec va faire tomber son arme par terre et je sens qu'il a fait des trous dans les figurants pour mettre son cadre, quoi. Et je trouve qu'il y a certains trucs qui sont pas justes. Et dans la dernière scène aussi, enfin pas dans la dernière scène mais dans la dernière partie, il y a une scène très longue qui se passe dans l'espèce d'échoppe où les mafieux viennent jouer au dé ou je ne sais quoi, ou au mahjong. Et je trouve que, de nouveau, la mise en scène je trouve très empruntée et assez... Enfin, je sens la présence de la caméra et je trouve que c'est assez voyant et je trouve ça un peu engoncé, quoi. D'autre part, je trouve que cette fois-ci, au niveau de la métaphore sur le changement de la Chine contemporaine, il est un peu lourd, quoi. Le coup du Village People ou du Pet Shop Boys, il nous l'a déjà fait au film d'avant. Ça commence à devenir un peu appuyé, un peu lourdingue. Et il y a un moment où Zhao Tao va voir un ancien mafieux dans la deuxième partie du film et genre le mec il prend un sac avec des clubs de golf dedans et après il y a la caméra qui bouge et il va ouvrir une porte et derrière il y a un vélo d'appartement. Ça fait vraiment genre ah oui, nous avons changé. C'est même pas que ça dans cette scène-là, c'est pour moi tout ce qui a trait justement au personnage masculin qui est complètement mis de côté, qui est une pièce rapportée dans cette pièce à ce moment-là, dans cette scène-là. Et justement, ça fait écho à un film dont on a parlé il y a quelques temps dans Transmission, qui était avec une scène assez similaire, qui était dans Widow de Steve McQueen, où là, l'enjeu dramatique, il était traité justement de ce personnage qui se cachait à l'autre. Là, il est complètement éclipsé, et c'est pour moi le problème que j'ai d'accroche sur le personnage masculin est assez caractéristique oui. et assez flagrant dans cette scène-là. Et puis après, sur l'aspect... changement d'époque, de mentalité. Je trouve qu'il est aussi très lourd sur ses citations littérales au cinéma de John Woo, où tu sens que ces mecs s'abreuvent de ce type de cinéma-là pour construire une sorte d'image de touch guy. Et voilà, je trouve ça va pas très loin en fait. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit plus lourd que dans son précédent, par exemple. Je préférais. Non, mais j'aimais pas trop le précédent. T'aimais pas le précédent non plus. J'aimais beaucoup Touch of Sin. Qui est assez lourd aussi, c'est juste qu'il est plus prenant et donc on lui pardonne peut-être un peu plus. Mais après, il y a des choses qui sont super belles. Enfin, je veux dire, par exemple, l'irruption des deux danseurs, enfin voilà, qui vont justement bien illustrer ce contraste entre culture occidentale, culture orientale. Et puis, je trouve que dans la deuxième partie du film, vous en avez pas parlé, mais le côté survival. La femme qui prend son destin en main et qui va trouver des astuces pour manger. Par exemple, il y a une scène super drôle où elle va trouver une astuce pour aller rejoindre le buffet d'un mariage. Ça, dans la deuxième partie du film, je trouve que le personnage est vraiment... tu t'accroches vraiment hyper fort à ce personnage qui regorge d'invention et qui en plus est joué par une actrice hyper charismatique. Et c'est pas que son destin en plus, et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant. Vous allez dire que j'en fais une obsession totale, mais pour moi c'est le grand sujet du cinéma moderne. C'est quand même encore une fois l'histoire d'une femme qui va rattraper presque un pays à elle toute seule, ou en tout cas un personnage masculin qui ne fait que plonger tout du long du film et qui va choisir par amour de le maintenir en vie, entre guillemets. C'est le personnage d'une femme qui fait tourner un monde, quoi. C'est pour ça que je parlais de mythologie tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que, effectivement, après je répète, j'ai pas vu les autres, mais que la façon dont il décrit ces personnages, la façon dont il les fait vivre, respirer, bouger dans ce monde, il y a quelque chose qui touche au symbole, archétype vis-à-vis de ces personnages. Et c'est pour ça que, même si certaines choses sont un peu lourdes dans le film et sont un peu schématiques, je pardonne parce que je vois plus une dimension un peu plus grande que des êtres quotidiens. Et donc j'ai l'impression que ça porte un récit qui peut se permettre certaines maladresses. Je suis absolument d'accord là-dessus. Mais c'est le théoricisme dont parlait Manu en début d'enregistrement. Très bien, on va s'arrêter ici. On a été long sur le film de Jia Changke. On va enchaîner avec le film Triple Frontière. We need to hunt quickly. You cannot stay. They will find us. It's always a little harder than you think it's gonna be. We don't leave messages like that. This is not
what I signed up for. A lot of people are gonna come after you. So we go through. Après Margin Call, All Is Lost et A Most Violent Year, Triple Frontière, c'est le nouveau long métrage de J.C. Chandor, un réalisateur qui a commencé par la publicité. Ici, le script est signé Mark Ball, scénariste des derniers films de Catherine Bigelow. Mark Ball et Bigelow qu'on retrouve ici collaborateurs à la production. Le scénario de film Triple Frontière circule depuis pas mal de temps à Hollywood et donc ce dernier jet a été réécrit à quatre mains par Mark Ball et Chandor lui-même. Le film est distribué par Netflix et sort donc directement sur la plateforme SVOD simultanément dans plein de territoires. Mais comme on a suivi jusqu'à présent la carrière de J.C. Chandor, on a décidé d'inscrire ce film au programme. Voilà, au casting on retrouve Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Gareth Edlund, Ben Affleck et Pedro Pascal qui interprètent ici 5 militaires de carrière, des hommes d'action un peu aigris de leur parcours, qui décident de reformer équipe pour aller dévaliser le narcotrafiquant sud-américain lauréat caché au milieu de la jungle sud-américaine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film, monsieur Alflans ? Bah écoutez, moi j'ai trouvé le film plutôt efficace comme film de casse dans un contexte extrêmement cinégénique qui est cette espèce de jungle. Ça, c'est un truc qui marche assez bien esthétiquement en général au cinéma. Je trouve le film pas dégueulassement écrit avec des personnages qui existent assez vite, même s'il y a pas mal de bémols au niveau de l'interprétation par exemple de Ben Affleck dont on va pas mal parler je crois. Je trouve que le film est plutôt attendu, mais il arrive quand même à détourner vaguement l'écueil en déjouant notre attente d'une scène clé qui arrive très très tôt, à savoir une scène d'extraction par hélicoptère. Elle arrive quand même à la moitié du récit. Ouais, pas si rapide que ça. On aurait pu attendre ce que soit la fin, quoi. Le morceau de bravoure du film. Voilà, c'est ça. Le braquage qui est très attendu dès le début arrive au milieu du film. Ouais, c'est un film qui est extrêmement moraliste, qui a une morale anticapitaliste, une fable contre l'avidité, l'appât du gain, qui est assez pompée directement sur le trésor de la Sierra Madre, avec une noirceur beaucoup moins profonde. C'est assez littéral, hein, parce que c'est le paquet de fric qui va s'avérer trop lourd pour pouvoir trop lourd à porter, quoi. Je trouve quand même qu'il y a deux trois trucs assez pas inintéressants sur cette espèce de croyance absolue qu'ont les Américains en leur supériorité, en la faiblesse des autochtones qui vont envahir. Pour moi, c'est ça l'histoire, c'est des soldats américains qui vont voir leur plan bien huilé se déliter à force d'obstinence jusqu'à la déchéance la plus totale, ce qui est un peu un thème récurrent chez Chandor. Ces personnages qui continuent à se battre même quand tout est perdu. J'aime plutôt la manière dont il fait un non-sujet de la provenance de cet argent, mais seulement une menace qui poursuit les protagonistes. Jusqu'à la fin du métrage où là ça s'ouvre un peu là-dessus, c'est peut-être un peu dommageable, mais bon voilà. Fatalement, je pense que le film n'est pas du tout à la hauteur de ces modèles que sont Sorcerer et le trésor de la Sierra Madre. Moi je les vois dans chaque plan, il y a une scène qui cite littéralement Sorcerer, voilà, avec un aboutissement narratif qui est pas du tout aussi sombre et tragique que dans les films de Friedkin et Huston, et ça dessert fort le propos. Par contre Coppola ça va, parce que la citation à Apocalypse Now elle est aussi elle est assez in the face, ouais. Voilà. Très bien, bon, donc tu as plutôt moyennement aimé. Nicolas? Ouais, j'ai plutôt pas du tout aimé, je dirais. Sur papier, je trouve le film... Enfin, je me dis pourquoi pas, en fait. Tous les films de J.C. Chandor sont finalement des survival en milieu viril. C'est encore le cas de ce film-ci. Et je trouve que sur papier, il y a pas mal d'idées intéressantes, notamment de mixer film de casse et film de jungle. De faire de l'enjeu du film, non pas le fait de choper l'argent, mais plutôt de le conserver. On l'a dit, le film a été scénarisé par le scénariste de Catherine Bigelow. En fait, à l'origine, c'est même elle-même qui devait le réaliser. Je pense qu'en 2010, c'était dans les tuyaux, elle devait réaliser ce film. Moi, je vois bien, j'ai l'impression de voir ce qu'elle aurait pu faire avec ça, en tout cas quelque chose assurément de meilleur que ça. Elle ou Tony Scott. Mais bon voilà, au final, je trouve que le scénario n'en fait rien, et pire que tout, je trouve quand même au niveau de l'action, on parlait de la scène d'hélicoptère précédemment, mais par exemple la scène d'hélicoptère, je la trouve ratée en termes d'action.
on n'est pas dans le truc, on n'y croit pas, on y croit peut-être juste un petit peu plus que Ben Affleck, qui lui n'y croit vraiment pas du tout. Mais j'ai trouvé ça très prévisible, malgré le fait qu'effectivement sur papier on essaie de déjouer un peu les codes, mais après le film retombe à pieds joints vraiment dans tous les stéréotypes du genre. Voilà, moi j'ai trouvé ça mauvais. Et très, très littéral, on l'a dit. En fait, c'est un film, je trouve, laborieux dans tous les sens du terme. Il est laborieux dans la présentation de ses personnages, où tu sens qu'il a vraiment le cul entre deux chaises. Il n'arrive pas du tout à prendre à bras le corps ces archétypes, ce genre-là, pour soit les sublimer, les renouveler, en faire quelque chose. Je trouve que c'est ce qui fait que t'es toujours mis à distance. T'as pas du tout de porte d'entrée émotionnelle vis-à-vis du film. Et c'est vraiment, je trouve qu'il oublie tout simplement de donner corps, vie à ces personnages-là, qui apparaissent uniquement pour moi des véhicules pour justement ce discours sur la corruption par l'argent, sur l'intervention militaire des États-Unis hors sol. Voilà, je trouve que c'est... Et puis la mise en scène de l'action est complètement générique. La scène de début dans le barrio et la course-poursuite, elle est... J'ai l'impression que c'est une scène qui est tournée par l'équipe B, quoi, tellement elle est générique. Je l'ai vue et revue depuis les années 90, ce même type de mise en scène, pas du tout incarné. Alors en plus une astuce scénaristique autour de cette course-poursuite entre Isaac et son Andy, qui en plus est assez foireuse quand il repense par la suite, qui donne lieu en fait à une fausse bonne séquence d'action mal tournée volontairement. C'est assez... Oui, pour moi, à l'origine, je pensais qu'il l'avait fait exprès en fait, de foirer cette scène-là, puisqu'il y a une sorte de twist, on se rend compte qu'il ne poursuit pas vraiment un ennemi, mais un allié. Et puis on se dit que le film en fait va réussir à subvertir tout ce qu'il a mis en place, et en fait il le fait pas du tout. T'as l'impression qu'il est à ce point mauvais qu'en fait même les scènes qui ont l'air d'être ratées volontairement sont juste ratées en fait. Ouais, puis justement, même si tu justifies a posteriori pourquoi elle est ratée quand même dans l'instant, et c'est là où le bas blesse, quoi. Après le film se rachète un petit peu pour moi dans son dernier terre avec la traversée des Andes, où il y a des choses intéressantes dessus, mais comme le dit Lucien, il est complètement écrasé par ses modèles. Le film de Clouseau, le remake de Fred King, ou le film de John Huston, voilà, il n'y a pas du tout de viscéralité, de quelque chose qui prend, en fait. Ça pourrait prendre dans cette dernière partie, mais vu qu'il n'a rien construit auparavant, où tu as vraiment une image d'Épinal qu'il n'arrive jamais à investir. Je pense notamment à ce premier plan limite caricatural avec Charlie Human dans cette position sacerdotale, de main à la cow-boy sur sa ceinture, et tu sens qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est assez embarrassant, quoi. Moi j'ai trouvé ça ok. Non, en fait, c'est ok. C'est marrant que ce film arrive direct sur Netflix, parce que moi ça m'a fait penser à un direct to DVD actionneur années 80, série B un peu, voilà, où t'avais parfois des très mauvaises surprises et t'avais parfois des plutôt bonnes. Moi j'ai eu du plaisir en fait à suivre l'histoire. Je trouve comme Lucien que les personnages, même si la caractérisation est pas hyper forte, je trouve quand même que il y a dans la présentation il y a 2-3 choses qui fonctionnent au niveau de leur caractérisation, même si ça reste des personnages hyper simples, hein, ça c'est clair. Ils n'ont pas beaucoup d'épaisseur ni beaucoup de subtilité, mais bon, Ben Affleck quand même. Bah, Affleck, c'est vrai qu'il est mauvais dans le film, mais j'ai trouvé que la scène avec sa fille, quand il lui dit au revoir à l'école, j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal senti en très peu de répliques. Ouais, puis c'est quand même un des rares personnages un peu écrits. C'est celui qui passe le plus de temps à développer. Enfin, les autres, ils ont chacun, disons, une caractéristique qui est plus ou moins suivie sur le reste du film. J'ai trouvé que Charlie Hunnam était, je trouve que souvent il est assez mauvais, et là j'ai trouvé plutôt bon. C'est lequel, celui avec la barbe ou celui sans barbe? C'est celui qui compte. Ok. Au-delà de ces références, ou bien sûr écrasantes, que vous avez citées et bien sûr auxquelles on pense, je trouve que le film m'a fait penser au western Hostile qu'on a vu l'an passé. Cette réflexion sur le fait de tuer, tu vois, sur la violence inhérente aux Américains. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, mais dans Hostile, il y avait des belles scènes dramatiques qui étaient vraiment réussies. Le film n'était pas réussi dans son ensemble, mais il y avait des vraies séquences d'émotion. Là, oui, bien sûr. C'est le calme plat, à part peut-être l'échange vachement esquissé entre Isaac et son Andy au moment où il la quitte, mais qui est tellement peu construit en amont que ça marche pas. Et parce que tu parles de western, moi j'ai pas mal pensé à un de mes films préférés, qui est Yellow Sky de Wellman aussi. Bon, le film est extrêmement référencé, il tient pas
la route par rapport à. Mais voilà, parce qu'on parle de. Ok, donc et si je peux ensuite développer un petit peu plus, il y a des choses. Je trouvais que dans la scène de braquage, c'était assez bizarre en fait, et c'est assez symptomatique du film. Il y a une volonté, je trouve, de réalisme dans la manière dont il se déploie. Enfin, à mon avis, c'est une scène qui a été très chorégraphiée sur plan, base de la maison. On sent qu'ils sont en couverture et je trouve qu'on croit à leur côté action guys. Et alors après, à la fin, il y a ce truc où ils deviennent complètement amateurs, tu vois, genre ils perdent leur temps. Ben Affleck fout le feu et alors il prend la pause devant le feu pendant 5 secondes. Il y a des trucs comme ça qui sont antinomiques en fait dans le film. Soit il fait un film sur des mecs qui sont des super pros à la Michael Mann, soit alors il part complètement, tu vois, il délire beaucoup plus. Mais là on est dans une espèce d'entre-deux et j'ai l'impression en fait que J.C. Chandor sait jamais vraiment quel film il veut faire. Et en fait quand il fait le survival à la fin, enfin je veux dire dans la dernière partie, j'ai jamais froid, enfin tu vois, je sens pas les éléments, je sens pas le truc, je sens pas le fait que c'est dur. Après je trouve que c'est quand même une super idée scénaristique de faire un truc où genre comme tu disais le but c'est de garder l'argent et de trimballer un magot qui est énorme. Ça, je trouve ça vraiment drôle quoi. Voilà, donc j'ai placé plutôt un chouette moment. Ce que tu dis sur les personnages qui sont un peu professionnels puis anti-professionnels, là c'est que ça marche ou non, c'est un truc qu'il fait dans tous ses films. À chaque fois, c'est des personnages qui sont des pros et qui sont un peu nuls, quoi. Mais c'est vrai. Si tu regardes dans tous ses autres films, c'est ça. Donc je pense qu'en tout cas, il veut en faire un sujet. Maintenant que ça marche ou non, c'est une autre question. Julien, tu ne t'es pas encore exprimé. Non, parce qu'à l'instar de Chandor qui ressent le poids de ses aînés, je ressens le poids de ses critiques émérites qui parlent avant moi. Donc c'est difficile de dégager encore certaines choses, mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je trouve les premiers 3/4 d'heure, la première heure complètement insipide et vraiment pas très intéressante. Je la trouve banale, prévisible. C'est un peu tout ce que j'attends de ce type de film, de ce type de pitch, etc. Les étapes convenues, quoi, de la constitution d'une équipe, les repérages, l'attaque, etc. Je suis jamais surpris. Après, le seul intérêt que j'ai pour le film, et ça a été souligné plusieurs fois, c'est plus vis-à-vis du scénario, vis-à-vis de comment le film fait un virage vers la loose et vers presque l'absurdité, le foirage et un humour presque absurde vis-à-vis de cette situation que vous avez décrite dans son dernier tiers. C'est là que ça m'intéresse un peu plus. Mais après, voilà, je trouve que c'est un film qui a les poncifs du genre qui est pas très fin, qui est poussif, qui est avec des discours appuyés, des messages un peu soulignés, un humour viril, masculin, que ce soit vis-à-vis de la beauté de l'indique, etc. Enfin, il y a des trucs un peu complètement lourds, mais je parlais tout à l'heure d'archétypes pour les éternels. Ici, ce sont des archétypes, mais dans le mauvais sens du terme, parce que je trouve que les personnages, effectivement, n'ont qu'une seule idée, sont porteurs d'une seule idée et d'un seul trait de caractère, qui parfois va jusqu'au bout de cette idée, mais qui par contre ne dépasse pas vraiment ce qu'on attend d'eux au tout début. Mais parce que je pense qu'ils font jamais corps avec leur environnement, et moi c'est un peu tout le souci que j'ai vis-à-vis du film, parce que justement ces films auxquels ils se réfèrent, il y avait un côté expérience et immersive et qui était lié, je pense aussi à ce qui se passait entre guillemets pendant le tournage, se ressentait très fortement dans le film. Il y avait vraiment cette perte de contrôle, elle était aussi à l'œuvre au moment du tournage. Là j'ai vraiment l'impression qu'il y a la pause sandwich et tout le monde rentre dans sa loge et repart. Il y a un truc où je crois jamais. Je crois jamais à cette jungle-là. Pour moi, c'est vraiment une jungle hollywoodienne. J'y crois pas. Je ne crois à pas grand-chose. Peut-être à la traversée des Andes, mais c'est vraiment tout. Sinon, j'ai vraiment l'impression que ça doit être tourné en extérieur. J'ai vraiment l'impression d'un film de studio constamment. Juste pour rebondir, je vais tendre le bâton pour me faire battre et par rapport à vos remarques machistes en off là. C'est un film quand même qui laisse la victoire aux femmes. Hein. C'est encore une fois assez littéralement. Là où les hommes ont tout perdu dans la béance de leur avidité, de leur mégalomanie, les seuls qui s'en sortent plutôt pas mal, ce sont les personnages féminins, l'avocate ou notaire, l'indique et éventuellement
financièrement en tout cas, la famille d'un des personnages. La notaire, c'est juste de la figuration, c'est pas un Elle sert à rien. C'est pas un personnage. Je sais pas si tu te tends le bâton pour te faire battre, mais en tout cas, tu pousses le bouchon un peu loin, effectivement, en donnant la victoire aux femmes dans ce film. Je regarde ce que le film propose. Les hommes perdent tout à cause de leurs défauts. Là où l'intelligence de l'indique qui, au début, a plutôt pas envie de s'impliquer à ce point dans ce projet, elle est gagnante. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est assez littéral. Ouais, mais c'est sur le papier parce que vu que les personnages on est d'accord, les personnages n'existent pas. Mais quand on sait que c'est écrit par Mark Ball et produit par Bigelow, moi je suis pas étonné que ce soit une volonté quand même. Merci Lucien. Nous allons enchaîner tout de suite avec le film d'Adam McKay, Vice. I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding. So we're gonna do this thing, or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Nous parlons donc de Vice, le nouveau film d'Adam McKay qui, après des débuts à la télévision d'abord auprès de Michael Moore, puis pour le Saturday Night Live, Adam McKay s'est rendu célèbre pour l'écriture de sketchs mettant en scène Will Ferrell dans le rôle de George Bush, dans le cadre justement de ce Saturday Night Live. Puis il a réalisé plusieurs séries, plusieurs comédies à succès avec le même Will Ferrell, tels que Anchorman, Anchorman 2, Ricky Bobby ou encore Frangin malgré eux. En 2015, le réalisateur renoue avec la satire en écrivant et réalisant The Big Short à propos de la crise des subprimes de 2008. Ici, le film est produit entre autres par Brad Pitt et Will Ferrell et prolonge ce sillon satirico-politique. Il s'agit d'un biopic très à charge de Dick Cheney, qui fut le vice-président de George Bush Jr. de 2001 à 2009. Le film est interprété par Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell ou encore Naomi Watts, ou encore Alfred Molina. Et oui, le Dr Octopus. Comme sur The Big Short, le montage très particulier du film est signé de Hank Corwin, qui a commencé sa carrière sur certains films d'Oliver Stone, figurez-vous, notamment Nixon et Tuerney. Oui, tout à fait. Et après, il a travaillé avec Terrence Malick. Et il a pas bossé avec Luc Besson sur Lucie aussi? Non, c'est le mec qui a monté Nixon, Tuerney, The Big Short et notamment ton film préféré de Terrence Malick, Song to Song. Nicolas, qu'as-tu pensé du film Vice d'Adam McKay ? Écoute, pas d'énorme coup de cœur pour le film, mais j'ai plutôt envie de le défendre en fait. J'aime bien ce film, que je qualifierais de divertissement intelligent, même s'il est peut-être plus divertissant qu'intelligent. Mais comme tu l'as dit, donc Adam McKay vient de la comédie pure. The Big Short, son précédent film, marquait déjà vraiment une nouvelle étape en fait, un peu dans son parcours. On a l'impression qu'il s'intéresse maintenant vraiment assez directement à l'idée de déclin de l'Empire américain. Donc il y avait la version économique dans The Big Short, qui centrait sur les conséquences de l'explosion de la bulle immobilière en 2009. Ici, il est sur le versant politique, et je pense qu'il y aurait pas mal de ponts à faire entre le personnage de Dick Cheney et le personnage de Trump, qui est aujourd'hui à la Maison-Blanche. McKay, d'ailleurs, se gêne pas pour le faire en interview. Il présente Cheney comme une sorte de safe cracker, donc le mec qui a un peu ouvert la brèche, en fait, pour un type comme Trump, et pour McKay, Cheney est 10 fois pire que Trump. C'est un peu l'idée du film, hein, qui est assez irrévérencieux, assez rentre-dedans. Et ça, je trouve déjà que le sujet est intéressant parce que Cheney, c'est un peu l'homme de l'ombre. On a l'impression que sous les deux mandats de Bush, le vrai méchant, c'était Rumsfeld. Quand on voit le film, on a tendance à penser que c'est plutôt Cheney. C'est un peu le mystère et c'est un peu le puppet master en fait, de la Maison-Blanche de ces années-là. C'est lui qui tirait les ficelles dans le dos de Bush. Le film montre qu'il n'était pas spécialement né super vilain. C'est plutôt un opportuniste, il y a des portes qui sont ouvertes, il est rentré, c'est un peu l'idée. Avec ce moment de bascule qui est le 11 septembre, hein, le 9/11, où Cheney profite un peu de la pagaille générale pour imposer pratiquement un nouvel ordre mondial. Hein. C'est l'intervention en Irak, c'est les tortures et c'est tout ce qui s'ensuit, et une certaine privation des libertés. Il arrive pratiquement à retourner un peu l'idée de démocratie aux États-Unis, même si c'est pas le premier évidemment. Bon, voilà, je trouve le sujet du film intéressant sur l'exécution, sur la mise en scène. Tu l'as dit, c'est un cinéma
un cinéma montage très, on a l'impression un peu d'un film un peu essoreuse comme ça, c'est très clipesque, c'est très rapide, il faut que ce soit tout le temps dynamique, on ne s'arrête sur rien, il faut que ça roule toujours. Évidemment, ce principe a un peu ses limites, je trouve, mais c'est assez efficace. Le film brasse quand même 60 ans d'histoire, hein, on parle de Nixon, je pense, donc on est au début des années 60 jusqu'à aujourd'hui pratiquement, au 2010. Et c'est assez impressionnant, je trouve, la manière, et c'est déjà le cas dans Big Short, la manière dont il arrive à rendre accessible finalement des choses qui sont pas vraiment faciles, qui sont même plutôt poussiéreuses, hein, des trucs historiques quand même très, très lourds. Alors, c'est toujours à double tranchant, on peut lui reprocher effectivement de vulgariser, d'être dans quelque chose de très gadget, parce que c'est vrai que ce film est très gadget, j'ai trouvé qu'il était moins gadget que Big Short personnellement. Mais il arrive quand même à nous intéresser et à rendre dynamique un matériau honnêtement pas facile. Si on parle encore de l'exécution de la mise en scène, il y a un côté très américain, film à Oscar. D'ailleurs, le film, je pense que Christian Bale a chopé un Golden Globe pour ce film. Et le film a été nominé plusieurs fois aux Oscars. Il y a un côté un peu interprétation à moumoute, même si ici c'est un peu l'inverse, en fait, on lui enlève ses cheveux. Et on est un peu dans une sorte d'obsession du mimétisme maniaque, comme ça. Il faut absolument, et on nous montre, je pense, dans le générique de fin, d'ailleurs, à quel point chaque acteur ressemble à la vraie personne. Moi, je m'en fous un peu, par exemple, de ce genre de considération. Ils sont très là-dedans. Et puis, il y a un côté très opératique où la caméra bouge un peu dans tous les sens, il faut que ça bouge tout le temps, il faut qu'on soit... Ouais, il y a un côté un peu aussi par roller coaster, en tout cas un côté très... Ouais, divertissement, un peu... Allez, le film a un côté un peu fête foraine comme ça, mais tout en gardant un fond intelligent, on va dire. Ça déborde d'idées tout le temps, on sent que McKay vient de la comédie pure et donc et notamment de la télé, hein, tu t'as parlé du Saturday Night Live. Il y a des idées toutes les 2 minutes, toutes ne fonctionnent pas, mais ça déborde comme ça et je trouve ça assez excitant à regarder, en fait, de se dire qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau dans le plan suivant. Il y a cette idée de faux générique de fin, enfin, je pense qu'on spoil pas grand-chose en disant ça, qui est très bonne, je trouve. Il y a cette idée de narrateur dans le film qui est moins bonne, donc il y a un peu à boire et à manger. Mais sur l'ensemble, moi, je suis plutôt client. Voilà. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de rendre accessible à un sujet complexe, mais par contre, j'ai l'impression que c'est cette pédagogie ou cette envie de rendre ça accessible qui mange un peu le film. Je trouve qu'au début, et en général le film est divertissant, pas ennuyeux, ça c'est sûr, je crois. Il est rythmé et alors quelques-uns de ces effets m'amusent, le faux générique, des petits gags comme le tout petit bureau qu'on donne à Christian Bale, etc. Mais par contre, en dehors de ces qualités un peu cool et pop qui sont affichées, placardées, je trouve que petit à petit, comme je disais, le film se fait bouffer par la forme et que les artifices verrouillent toute émotion, toute sensibilité, toute identification qu'on peut avoir. J'ai l'impression qu'on peut être que repoussé par des personnages qui n'ont pas énormément de qualité humaine. Et donc cet effet repoussoir, je le sens. Et je trouve qu'en plus, même si c'est soi-disant un pamphlet à charge, j'ai du mal à ne pas percevoir une certaine fascination pour le personnage horrible qu'il est. Et donc ça m'ennuie un peu. En fait, j'ai l'impression que le film devient un flux d'infos qui sont pas toutes inintéressantes, hein, c'est sûr, mais que ça devient un truc pédagogique qui commence à m'ennuyer. Et voilà, et je suis gêné par certains aspects certaines images qui illustrent, parce que vraiment pour le coup, elles illustrent le Cambodge, l'Irak, etc. Je les trouve vraiment clichés, malvenus. Et alors il y a certains raccords que j'ai trouvés assez détestables. Bon, je sais pas, je donne des exemples comme ça, mais le pied tremblant de Bush avant le pied tremblant d'un Irakien qui se fait bombarder, je trouve ça assez malvenu. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'artifices comme ça, de petits malins, de réalisateurs qui jouent avec ses effets, qui se prend au jeu, mais qui se trouve peut-être un peu au-dessus de son film, un peu au-dessus de son sujet, avec, je sais pas si je peux dire ça, la mort d'un des personnages, comment ça se raccorde avec le cœur, etc. Voilà, en gros, ce que je viens de dire, plus par exemple le discours de fin de Chenet, Christian Bale face caméra, j'ai l'impression que ce sont beaucoup d'attrapes spectateurs et des ruses de petits malins, ouais, qui... Bon, alors il réussit à rendre ça divertissant, effectivement, mais comme tu le disais, il est plus divertissant qu'intelligent parce que je pense qu'il réussit sa comédie mais qu'il rate complètement, à cause de superficialité, son film politique. Tu parles d'effets, on pourrait aussi parler de mise en scène parce que je suis pas sûr que c'est juste des effets. Pour moi, il y a des choses, justement. Le pied qui tremble de George Bush lors de son question télévisée, je trouve que c'est une idée. Je trouve pas que c'est un effet.
Et puis l'accusation que le défaut du film, qui serait trop divertissant et pas assez intelligent, j'ai du mal à me positionner dessus. Je vois pas où ça nous conduit vraiment. Tu parlais justement, Nicolas, de l'aspect intéressant de ce côté opportuniste du personnage, notamment avec la rencontre entre Dick Cheney et Rumsfeld. Mais je trouve que c'est justement peut-être la grosse réserve que j'ai vis-à-vis du film, qui en fait, il tient pas cette promesse-là. De cette scène-là, du moment de pur opportunisme où il choisissait un camp sans démocrate ou républicain, peu importe. Parce qu'en fait, le film, dans son montage, en fait, idéologiquement, il est à charge sur Cheney, mais aussi sur les républicains, en passant sous silence la mandature que ce soit de Clinton, même de Carter, celle d'Obama. Et donc, en fait, il a une tendance à forcer le trait sur les républicains, sans oublier que du côté démocrate, ça s'est pas mieux passé, et l'héritage de Cheney a été perpétré aussi chez les démocrates. Donc je trouve qu'il est un peu malhonnête dans cet aspect-là, et j'aurais peut-être préféré de voir un film vraiment sur un pur opportunisme total. Là, je trouve que c'est quand même un film de démocrates sur des républicains. Après, sinon, au-delà de cette réserve-là que j'ai sur le film, moi j'ai plutôt beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il y a un côté qu'on retrouve dans tous les films d'Adam McKay, un peu une anthropologie de la bêtise, ce côté satirique. Il avait déjà cours dans Ricky Bobby, Roi du circuit, ou dans Frangin malgré eux, cette bêtise à l'état pur qu'il arrive aussi bien à capter. Comme toi, je suis aussi pas très client de ces performances à Oscar, à Moumout, comme tu dirais. Mais moi, je trouve qu'il dépasse quand même la chose, Christian Bale, parce qu'il le rend plus grand que nature. Et il y a un truc quand même malaisant qui donne un aspect quasiment de film de monstre par moment, où il est plus grand de nature, il bouffe tout le monde. Le personnage, tu n'arrives jamais à le cerner, même dans les seuls moments où il pourrait te laisser entrevoir qu'il essaie d'amorcer un peu de psychologie vis-à-vis de sa fille. Il s'est tout de suite retourné derrière par son comportement par la suite. Voilà, je trouve que c'est un film qui est plus déroutant que déplaisant, en fait, parce qu'il est extrêmement inventif, il est généreux. Il y a des choses que je vais laisser sur le côté, que je n'apprécie pas, mais majoritairement, je trouve que ça regorge d'idées. Tu parles de la scène d'Alfred Molina en tant que serveur. C'est des idées de sketch, etc., mais qui sont extrêmement efficaces. Mais après, c'est la fascination dont je parle. Je ne dis pas qu'elle soit malsaine ou pas. J'ai l'impression que dans ce qu'il essaye de défendre, ou plutôt dans ce qu'il essaye d'attaquer vis-à-vis du pouvoir, du système mis en place, et que le film est quand même décrit comme un pamphlet, et je sens une attraction quand même pour le pouvoir, une espèce de fascination pour ce qui est présenté comme le pouvoir, les républicains, etc. Et donc j'ai l'impression qu'il se trahit quelque peu lui-même. Je pense qu'il filme surtout la fascination de ces personnages-là pour le pouvoir. Je suis pas sûr qu'il en soit fasciné lui-même. Je pense qu'il montre cette bêtise-là. Il y a cette scène entre Rumsfeld et Cheney qui sont à côté du bureau de Nixon. Il y a tout ce discours, mais tu te rends compte ce qui est en train de se passer derrière cette porte, etc., cette fascination, et il joue cette fascination un peu stérile des deux personnages, qui se conclut sur cette phrase de Cheney, qui est encore peut-être un tout petit peu innocent à ce moment-là, qui lui dit en quoi on croit, et qui se retrouve avec une porte qui lui est claquée au nez. Je trouve que voilà, je suis pas d'accord avec ça. Et pour le coup, cette what do we believe, je la trouve très drôle. Comment enchaîner après l'AVC que vient de faire Julien? Non, mais moi je trouve ça intéressant tout ce que vous dites, parce qu'en fait vous dites beaucoup de choses qui vont dans tous les sens, et c'est un peu exactement pour moi le problème du film. C'est cette volonté d'aller dans la caricature à outrance qui pour moi le dessert. Cette volonté de remplir son film comme un œuf de plein d'idées, dont certaines sont bonnes, d'autres beaucoup plus ratées, et certaines même, je trouve, selon mon point de vue, idéologiquement contestable. Au final, je trouve sur le propos, en tout cas, le film est extrêmement lourd, et dans sa forme aussi. Quand je disais en rigolant au début, je parlais du monteur dont j'ai oublié le nom, mais je disais en rigolant qu'il avait travaillé avec Besson sur Lucie, il y a des idées de montage qui sont identiquement les mêmes, hein, avec la pêche, les trucs, c'est dur, hein, c'est vraiment dur à supporter. Moi, je trouve, en tant qu'on se foute de ma gueule comme ça, enfin qu'on me prenne pour un bidébile comme ça, en tant que spectateur, moi ça m'énerve. Je trouve qu'il fait pas grand-chose sur le point de vue historique de la situation. J'aurais préféré qu'il fasse quelque chose de plus humble, en s'intéressant vraiment aux propos d'un pur point de vue historique, plutôt que de vouloir absolument démontrer à quel point lui, il sait mieux que tout le monde sur ce type de problématique. Alors je trouve le film
narrativement vraiment très problématique, entre autres à cause de ce personnage narrateur. Encore une fois, c'est ce but de prendre un average Joe américain, le mec lambda, pour pouvoir justifier le fait que le film va enfoncer des portes ouvertes pendant 2h20. Moi, ça me pose problème, et qui finit en plus, même sans trop spoiler, par une petite galipette qui rallie le vice-président Dick Cheney à un simple homme citoyen américain, et qui permet de réparer, je trouve, là, ce qui était une belle idée du film, à savoir le fait que métaphoriquement, il y avait une faille dans le système. Cette faille est réparée par une galipette narrative que je trouve vraiment problématique. J'aime beaucoup l'idée de mettre en parallèle les problèmes de cœur de Cheney avec les problèmes, avec la faille dans le système plus général. Alors je trouve que involontairement, le film a tendance à dédramatiser, enfin involontairement ou pas, j'en sais rien, à dédramatiser l'investiture de Trump. Il rappelle en permanence un truc qui me semble une évidence absolue, que les infrastructures étatiques ont beaucoup plus d'influence et brident le pouvoir de ceux qui gèrent en façade, je vais dire, de type Trump ou George W. Bush Jr. Donc oui, d'accord, mais ça on le sait depuis très très longtemps. C'est pareil partout dans le monde. Oui, mais le cinéma le fait pas forcément très souvent. C'est quand même la majorité des biopics sont sur des grandes figures de l'histoire et pas des figures de l'ombre. Donc à ce niveau-là, je suis pas forcément d'accord sur cet aspect-là, qu'il enfonce des portes ouvertes vis-à-vis de ça. Oui, après il n'enfonce peut-être pas des portes ouvertes par rapport à ce que fait le cinéma en général. N'empêche que le propos, il est là, et le propos, pour moi, il enfonce des portes ouvertes. Et en même temps, parallèlement à ça, il fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il tire dans tous les sens. D'un côté, il fait ça, de l'autre côté, il va mettre en garde en appuyant bien son propos sur certains amendements dont je ne vais pas parler parce que je ne m'y connais pas assez pour pouvoir développer vraiment, mais qui permettent de contourner ces structures et donc de permettre de donner encore plus de pouvoir à ces gens de l'ombre dont Dick Cheney. Alors oui, pour revenir sur le pied de bouche ou bien des sautes d'humeur de Cheney qui vont déclencher par le montage des explosions à l'autre bout du monde. Pour moi, ça revient quand même à schématiser la problématique qu'essaie de traiter le film à un jeu. Donc c'est ce qu'il voudrait associer à Cheney, mais c'est ce que le film finit par raconter lui-même. Moi, je trouve ça problématique. Maintenant, il y a une chose que j'aime bien dans le film, c'est sa fin. Je pense que j'ai pas bien compris ce que disait Julien tout à l'heure, s'il en parlait en bien ou en mal. Moi, je la trouve plutôt maligne. J'aime bien cette dernière scène qui prend qui parle directement au spectateur, qui prend directement le spectateur à partie et qui le questionne, le questionne sur le manichéisme dont parle tout le film. Donc, en fait, cette dernière scène peut-être peut amener à voir plus loin que ce que le film a donné à voir, et qui questionne surtout l'implication de tout un chacun face à de telles décisions. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que si Cheney est là à ce moment-là dans le film, c'est parce qu'il a été élu plus ou moins directement par un peuple américain séparé de la réalité par des écrans. C'est ce que le film raconte assez littéralement. Une manière le film utilise cette façon pour moi de cette façon de dire de manière très très didactique, bougez-vous le cul, quoi. C'est une mini chose juste pour répondre, comme tu oses parler de moi. Non, je rigole. Juste pour répondre, je trouve pas que la scène soit un problème, et je la trouve plutôt effectivement bien foutue, bien jouée. Non, c'est plutôt, quand je parle de ça, c'est vis-à-vis de l'ensemble. C'est quand j'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand je disais t'attrapes spectateur, et beaucoup de scènes qui sont destinées, t'as parlé du montage, de la pêche, etc. J'en ai pas parlé, mais je le pensais profondément aussi, c'est cet ensemble de petits bonus, j'ai l'impression qu'ils viennent mettre le spectateur en poche de manière un peu trop facile, j'ai l'impression. C'était simplement sur la durée. Cette scène me gêne dans la durée, mais indépendamment de ça, la scène est très bien. La scène de la pêche, elle est d'autant plus triste que je trouve la scène en tant que telle pas mal. Quand ses filles lui demandent si c'est bien ou mal la pêche, et qu'il répond juste « it's fishing », je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est que c'est tellement lourdement ramené par 3 ou 4 reprises par la suite que ça déforce. Ouais, c'est ça.
pour le coup, ça vient vraiment te faire pendre la patte devant la gueule. Mais je pense pas, moi, qu'il vienne te choper par le callback pour justement t'attirer dans sa poche. Je trouve pas qu'il y a ça, justement, parce que le film a tellement un rythme et un montage syncopé qui constamment te déstabilise, que t'es jamais confortablement assis, tu ne sais jamais sur quel pied danser. Sur quel pied danser, parce que le film sait pas quoi raconter. Si, mais justement, il essaye de l'aborder par plein d'aspects. Ouais, mais des aspects qui finissent par se contredire à certains moments. Il y a quand même des moments, tu peux pas le voir autrement. Lucien, c'est bizarre que tu dises pas que c'est un film féministe parce que Lynn Cheney tire les manettes. Mais en fait, j'ai retenu surtout un mot de l'intervention de Nicolas, c'était essoreuse. C'est sûr que le film a fait un peu cet effet-là. En effet, je trouve que c'est brillant de ramasser autant d'informations sur 2h12, même si on sait directement que c'est quand même un film hautement subjectif et hautement à charge. Il y a quand même un certain brio au niveau du scénario du film qui te fait 60 ans d'histoire américaine en 2h12. Et après, donc du coup, au bout d'un moment, je le trouve fatigant et toute cette surenchère d'effets, tu l'as dit, hein, c'est des effets de mise en scène qui servent le propos, mais ce montage syncopé, ce recours à des espèces de sketchs ou à cette scène, par exemple, du dîner avec Alfred Molina, etc. Moi, j'en pouvais plus, quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'en ai ras la gueule et que j'ai besoin de me poser et qu'en plus, le problème que j'ai fondamentalement avec ce film, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de personnage, en fait. Enfin, je vois pas d'humain exister, en fait. Je vois qu'une charge. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant, c'est que au début du film, cette scène où il va devenir un complet opportuniste en désignant Rumsfeld, je trouvais que c'était une piste intéressante pour justement explorer cette figure de Dick Cheney, mais que c'est jamais repris au détriment d'un truc qui est très informatif. Cette séquence-là, tu as sa réponse dans la scène, pas de fin, mais la scène de générique de fin, où là, carrément, il essaie de se dédouaner en disant « c'est pas un film partisan, ce n'est que factuel ». Il est assez mensonger dans cet aspect-là, parce que justement, il est à charge. Et justement, et c'est problématique, parce que la première phrase du film se dédouane de ça un peu, hein, quand il dit en fait, le personnage de Dick Cheney est cadenassé, et du coup, on a fait de notre fucking best. C'est un peu une manière de dire... On a fait de notre mieux pour aller chercher ce qu'on ne nous donne pas à voir. Vous avez surtout mis ce que vous aviez envie d'y voir. Voilà, moi j'ai rien de super intéressant à rajouter sur ce film-là, si ce n'est que ça fait déjà bien longtemps qu'on en parle. Donc je propose qu'on enchaîne directement avec Leto, le film de Kirill Serebrennikov. Нет, стоп. Как начнут пионеры твои песни орать, вот там будет звук. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь. Alors, en compétition au dernier festival de Cannes où il a fait forte impression, Leto, ou L'été en français, c'est déjà le 8e long métrage du metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui s'est fait connaître dans nos contrées en 2016 avec un film qui s'appelait Le Disciple. Aujourd'hui, le cinéaste est assigné à résidence, officiellement pour une histoire de détournement de fonds. Officieusement, on ne sait pas trop. Donc, c'est un film en noir et blanc qui, sur plus de 2 heures, fait le portrait de la scène rock de Saint-Pétersbourg au début des années 80, particulièrement à travers la figure de Mike Naumenko. Il est incarné par Roman Zver, chanteur-compositeur passionné de rock anglo-saxon, et puis sa rencontre et son amitié avec le jeune Victor Tsoi, interprété lui par le coréen Theo Yo, qui est aussi appelé à devenir une rockstar. Entre les deux personnages, une femme, Natasha, Irina Starchenbaum, dont les propres mémoires ont inspiré le film puisque les personnages ont réellement existé. Julien. Alors, j'aime beaucoup la manière dont le film commence, avec ce premier plan sur les escaliers, ensuite le plan séquence qui passe des coulisses pour arriver à l'arrière-scène et ensuite devant le chanteur et qui capte l'atmosphère de la salle. Je trouve que c'est vraiment un chouette début.
Et plus généralement, dans sa première demi-heure, le film, je le trouve assez classieux, assez gracieux. Je trouve qu'il y a vraiment une grâce dans la première demi-heure, sur la plage, etc. Et je trouve que c'est un très bon film pour les qualités suivantes, c'est-à-dire c'est un film d'atmosphère, je trouve, c'est-à-dire que il décrit un état d'esprit et je le vois un petit peu comme une vignette en fait, c'est un petit peu comme le vent qui passe ou comme un courant d'air, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de très joli, de très attirant en fait, mais c'est pour ça que je parle de grâce. Je trouve qu'il propose sans forcer, sans imposer, sans bourriner. Alors il y a des choses un peu plus lourdes dans le film, hein, notamment les passages chantés. Et voilà, donc il y a une mélancolie. Je suis plutôt touché par le film. Je trouve qu'il y a une audace et que cette innocence est porteuse de pas mal de belles choses. Alors je trouve que le film tourne un peu à vide dans son pendant 30-40 minutes au milieu du film, mais j'aime beaucoup la façon dont il commence et j'aime beaucoup les personnages qui déjouent, je trouve, parce qu'on attend une tromperie, etc. Je trouve qu'ils déjouent le cliché du rock dépravé, qu'ils arrivent tous à garder une dignité qui les élève, une douceur, une certaine noblesse même. Donc voilà, je trouve que c'est un film délicat que j'ai pas adoré mais qui m'a cueilli. Ouais, ben moi, si le film, comme tu le dis, est un courant d'air, je pense que moi j'ai pris froid. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je trouve que je me suis un peu emmerdé comme un rat mort devant ce film. J'ai pas vraiment trop compris cet aspect fugace que tu évoques. Moi, j'ai pas trop compris en fait ce qu'il voulait raconter au-delà du biopic, de la reconstitution de la scène rock russe de l'époque. Moi, c'est un film qui enchaîne le name dropping de grands artistes anglo-saxons de l'époque, où chaque pause musicale me donne l'impression insupportable d'être dans un karaoké de 3 rosés. C'est vraiment un film, je trouve, qui me sort constamment, justement, par cet aspect musical qui devrait être son centre, mais qui m'insupporte. Le tout ponctué par ces scènes musicales qui sont, au-delà de ça, ponctuées par des monologues un peu situationnistes, assez imbitables, d'un personnage qui vient constamment te rappeler que ceci ne s'est pas passé dans la réalité. Je trouve ça mais daté, vraiment, t'as l'impression d'un mauvais théâtre brechtien, c'est vraiment pas possible. Et en plus extrêmement répétitif. Et après, je parle même pas des expérimentations visuelles autour des petits morceaux clips, comédie musicale, je parle d'expérimentation et des gros guillemets, parce que j'ai vraiment l'impression de voir des trucs qui ont 10-15 ans de retard, qu'on a déjà vu notamment bien mieux chez quelqu'un comme Edgar Wright au début des années 2000. Je pense notamment à ce qu'il avait fait dans le clip Summer, ou plus tard ce qu'il a réitéré dans Scott Pilgrim, mais qui était pensé en amont, construit. Là, j'ai l'impression que tout était fait en post-prod derrière, pas du tout préparé, et donc cet aspect graphique est une décoration en plus. Ces inscriptions qui sont insérées sur l'image, etc., n'ont pas de sens, ne sont pas construites. C'est extrêmement daté, et tu parles de cet aspect de légèreté de ce couple. Moi, je trouve justement, c'est pas très rock'n'roll, et pour le coup, ça m'emmerde un petit peu. Je trouve ça très, très propre, très conservateur en fait. J'ai pas trop vu en fait l'intérêt tout du long de cette histoire, de ce qu'il me racontait. Je me suis senti un petit peu à distance, voilà. Par contre, j'ai bien aimé l'acteur qui ressemble à Top Gun quand il a ses Ray-Ban, mais qui ressemble à Michel Houellebecq quand il en les a plus. Ouais, moi je dis destitution de Poutine et Manu président, quoi, parce que vraiment, enfin, t'allumes mes notes, quoi. Là où je suis d'accord avec Julien, c'est que les 20 premières minutes, je marche. J'ai l'impression que qu'on va avoir droit à un film punk irrévérencieux, adolescent, comme ça, sympathique. Mais ça s'étiole extrêmement rapidement, pour laisser place à une mise en scène qui n'a jamais, à aucune seconde du film, un moment de folie, si ce n'est dans ces effets clipesques ridicules, ce noir et blanc de pub Yves Saint Laurent ou Chanel. Franchement, c'est dégueulasse. Ces fausses images d'archives, on comprend pourquoi, d'où ça sort, moi je pense vraiment à une pub de parfum en permanence, quoi. Ça chie sur des chefs-d'œuvre de la pop et du rock.
En plus, ça voudrait faire comprendre que ces choses-là en URSS, c'était pas possible. Hein. Oui, ok, bon. Et tu sais quoi, Dick Cheney était un sale type. Ouais, on est dans le même genre de truc. Avec beaucoup moins d'idées. Avec beaucoup moins d'idées. Mais le film est moins plein, ça c'est sûr. À ce personnage qui me prend jamais, à ce personnage extra-diégétique là, qui arrive de temps en temps, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, même dans un film étudiant, ça passe pas. Pour moi, c'est vraiment de la poudre aux yeux, un vernis charmant sur du néant. Enfin, les personnages sont interchangeables, il n'y a pas de structure narrative. C'est un film, tu disais conservateur, mais ouais, c'est un film qui est pas à l'heure. C'est un film qui est pas à l'heure. C'est un film nostalgique d'une époque où il y avait encore des bonnes raisons de se révolter, parce que l'allégorie avec la Russie moderne, elle ne marche jamais. Ça devient même un peu réac à certains moments. Hein, ce côté rien ne change, mais au moins avant, ça avait du charme. Enfin, vraiment, c'est ça que le film me raconte. Les scènes de concert, elles sont illisibles. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais si ça doit raconter quelque chose, je sais pas ce que ça raconte. C'est juste extrêmement mal découpé. À une exception près, qui est la scène où il intervient lors du morceau de son. On est d'accord avec son camarade, qui est peut-être la plus belle scène du film à mon sens. Je suis absolument d'accord. Je pense que Manu, on a vu le même film. L'autre point positif que je sortirais du film, c'est j'aime bien la manière dont. Mais bon, voilà, c'est l'époque et c'est l'URSS qui veut ça, mais j'aime bien la manière dont est montré ce refus absolu du Star System. Comment ces personnages qui sont adulés ne peuvent pas être adulés. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, mais c'est vraiment très très peu de choses par rapport à tous les problèmes du film pour moi, qui n'en est même pas vraiment un. Bon, je vous trouve extrêmement dur avec ce film. Moi, je suis plutôt complètement même de la team Julien. Je trouve que c'est un film qui est hyper agréable à habiter. Je trouve qu'il y a vraiment une grâce qui traverse le film, qui est à l'image de ce très beau titre, hein, qui est L'été, en accord avec sa thématique. C'est un film sur le rock, l'énergie de la jeunesse, l'éphémère, la pulsion de vie. Voilà, c'est pour ça que je trouve le film très beau, et la première scène, en effet la scène de la plage, très très belle. Je trouve qu'il incarne ça. En effet, les 30 premières minutes sont très réussies. Et puis il incarne ça très très bien dans deux autres scènes plus tard dans le film, une scène qui se passe backstage où il y a une chorégraphie au niveau des acteurs, du mouvement de caméra, où on va raccorder avec le film dans le film, et où progressivement l'image va se concentrer sur Victor Tsoi. De quelle scène tu parles là? Dans les backstage, une scène qui finit sur le cadenas. Je trouve que c'est une scène qui incarne vraiment très bien la thématique du film, qui est justement ce moment de grâce suspendu, ce moment de la jeunesse, ce moment d'énergie, et qui aussi résume bien le conflit qui est au cœur de son personnage principal, Mike. Enfin, selon moi, c'est Mike le personnage principal. En tout cas, c'est celui qui a le plus d'enjeux. C'est quelqu'un qui... je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui se joue sur ce personnage-là, même si malheureusement la limite du film, c'est qu'il ne parvient pas vraiment à l'incarner. Les enjeux, ça se limite avec ou sans lunettes, c'est ça? Alors ça, c'est complètement faux, monsieur Haas. D'autre part, je vais finir ce que je voulais dire. Il y a une autre chose que je trouve dans le film sublime, c'est... sublime. Là, j'y vais un peu fort parce que vous avez été fort dans l'autre sens, mais bon, bref. Il y a une scène qui sonne un peu la fin d'été, la fin de fête, la fin de la récré, un truc qui est un peu trop excessif. Et je trouve qu'il y a une super idée, c'est que tu as le personnage du punk. Justement, c'est pas un hasard si c'est le punk, puisque c'est le punk qui incarne au mieux l'idée de ce que c'est le rock'n'roll. De cette pulsion en tout cas, qui va rentrer dans le film de la plage, et je trouve que c'est une idée vraiment très très belle. Et disparaître du réel pour être plus que dans le souvenir. D'autre part, vous accusez le fait que c'est karaoké alcoolisé. Le rock'n'roll, c'est on s'en fout de que ce soit bien chanté ou pas. Il y a énormément de chanteurs de rock'n'roll qui chantaient comme des patates, et l'important c'est pas ça. En fait, l'important, les morceaux sont à chier, les reprises sont à chier. C'est pas grave. C'est l'état d'esprit. L'important, c'est l'énergie qui traverse le truc. Il y a pas d'énergie. Ils sont sous l'exomie, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Alors, ils se tiennent à leur bar comme ça, vaguement chancelant, en chantant un petit peu comme ça. Tu parles de Passenger, mais dans l'épisode de Psycho Killer, ils sont pas tenus à leur bar en chantant. C'est l'état d'esprit, c'est l'énergie. C'est là qu'elle est sonnée, la fin de la récré, quoi. C'est dès la première scène dans un train. D'autre part, je trouve que après il y a le problème qui est selon moi le manque de,
Serebrennikov ne fait pas de choix entre ces 3 personnages principaux, et là c'est là où malheureusement le film est plus faible, parce qu'il y a vraiment des conflits qui se cristallisent autour du personnage de Mike. Comment est-ce qu'il va progressivement laisser la place dans la lumière à quelqu'un qui a plus de talent que lui, et à quelqu'un dont l'heure est arrivée, et lui son heure est passée, et même qu'il est peut-être un peu réac mais sur certains points. C'est des personnages génériques interchangeables aussi avec le fait que cette allusion par rapport à la New Wave, etc. Non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un film très intéressant, qui m'a plu, qui m'a touché à certains moments. Après, j'ai un problème d'affect sur les personnages. Je trouve que le scénario, en effet, ça vous l'avez dit, vous n'avez pas dit que des conneries. Le scénario n'est pas... il manque de cristallisation autour de ces enjeux, mais qu'il arrive à saisir quelque chose qui, moi, m'a plu. Et Nicolas, tu vas nous départager maintenant. Juste un point dont on n'a pas parlé, c'est que je trouve le film, enfin le résultat du film extrêmement cheap. Il y a 3 décors et demi, c'est toujours les mêmes, toujours dans ces 3 lieux que sont la salle de concert, les transports en commun et l'appartement avec 4 et le devant de la salle de concert avec l'escalier. C'est le même plan qui est 10 fois dans le film, je pense. Il y a un moment, juste essayer d'inventer inventer de la mise en scène. Tu sais, Reservoir Dogs se passe aussi dans le même lieu, hein, tu vois, ou Le Limier de Mankiewicz, ça passe dans le même lieu. Autrement filmé avec plus d'inventivité. Ouais. Bref, Nicolas, départage-nous. Oui, je vais arbitrer sans arbitrer, mais moi, le côté limitation des lieux, ça m'a pas du tout dérangé. Par contre, où je te rejoins, Olivier, c'est sur la côté un peu limité du triangle amoureux. Le film, à un moment donné, vire un peu dans une sorte de triangle amoureux très classique et assez pauvre, je trouve. Je trouve que sur le côté esthétique, le côté pub de parfum, je le trouve quand même vraiment très très dur, quoi. Pavlikovski fait du cinéma pub de parfum. Ida et Cold War, je trouve que c'est vraiment de la pub pour parfum. Ici, on est aussi sur une photo noir et blanc, un truc très léché, mais... Ouais, je trouve que ça va un peu plus loin que ça quand même. C'est assez intéressant, je trouve. Il y a pas mal de parallèles à faire avec Vice, dont on a parlé juste avant. C'est aussi un biopic. On a aussi un narrateur très artificiel à l'intérieur du film où il y a des adresses caméra et des regards caméra. Il y a aussi un côté très clipesque, mais ici qui est plus épisodique. On a parlé des passages comédie musicale, entre guillemets, avec des gimmicks visuels de clips. Mais ici, c'est moins présent, donc j'ai trouvé ça moins éreintant, moins essoreuse, du coup. Par contre, je trouve pas ça révolutionnaire non plus. Il y a pas de grande idée dans ce film, ça, on est d'accord. Mais je trouvais aussi que ça traduisait bien l'énergie, la fougue de la jeunesse. Il y a un souffle, pour moi. J'ai trouvé le film assez vivant, dynamique, et j'ai pas du tout trouvé que les morceaux étaient à chier. Moi, je trouvais ça super intéressant, en fait, d'entendre ces chansons, et je trouve que c'est un sujet assez inédit. Et méconnu, et j'ai aimé en fait l'énergie rock du film. Alors encore une fois, dans les autres idées, on a parlé de ce moment traversé de l'écran là dans le film qui fait un peu la rose pourpre du Caire inversée. Je trouve pas ça dingue non plus, mais je trouve que c'est des idées sympas. Peut-être qu'il arrive 10 ans ou 15 ans en retard, comme tu disais, Manu. Surtout qu'il est porté par un narrateur qui est tellement... Mais il n'est pas tellement présent, ce narrateur. Il est même moins présent que dans Vice. Il est là pour te répéter la même chose systématiquement. Il tourne en boucle. Là où dans Vice, il y a quand même une construction du personnage un minimum. Là, c'est vraiment un sorte de mec qui revient en boucle te répéter la même chose que tu sais déjà, en fait, qui te répète, et c'est assez insupportable à c'est un gimmick. Moi, je trouve que ça fonctionne bien avec le sujet du film. Il y a comme un gimmick rock, en fait. Moi, j'ai plutôt marché sur ce côté-là. Ouais, mais encore une fois, je trouve pas ça génial. J'avais peur au début que ça ne s'arrête pas. Ça arrive beaucoup au début, puis ensuite, ça perd. Mais parce que justement, il sait pas du tout le traiter, donc c'est une sorte de gimmick qui apparaît et qui est pas construit, qui te ressort à la fin avec une sorte de pirouette visuelle, mais c'est tout, quoi. Non, mais c'est trop tard. Mais je trouve aussi que t'exagères, enfin, dans le sens où, effectivement, j'ai pas du tout. Là, comme tu le dis, j'ai l'impression qu'il est omniprésent et qu'il prend une place prépondérante et importante dans le film, alors qu'effectivement, c'est pas l'idée du siècle et ça fonctionne pas énormément. Mais pour le coup, on le voit deux. Non, mais à chaque fois qu'il arrive, c'est what the fuck, quoi. C'est what the fuck, et c'est dans des scènes qui se voudraient énergiques, mais qui sont quand même, à mon sens, sous l'exomile. Cette scène dans le train, etc. Mais elle est mal chorégraphiée. Tout ce qui arrive à l'écran n'a aucun sens. C'est pour rajouter de la fantaisie, mais ça ne fait jamais sens.
sens, c'est des gribouillages qui s'inscrivent partout dans l'écran avec des trucs, mais ça a été vu mais 1001 fois auparavant. Il n'y a aucune énergie. Il voudrait retranscrire de l'énergie à ce moment-là, elle n'est pas là. J'ai l'impression d'un truc qui me fait mauvaise imitation de quelque chose qui a été déjà fait bien plus brillamment des années auparavant. Même ceux qui aiment le film ici ont souligné l'aspect cheap et clipesque du film, et j'ai pas l'impression que quelqu'un ici ait dit que ses idées étaient révolutionnaires de toute façon. Après, je sais pas, plutôt que de me concentrer là-dessus, moi je trouve qu'il y a des belles choses, et on a beaucoup parlé du début, mais notamment à la fin du film aussi, avec ce raccord entre la possible trahison, ou en tout cas infidélité du film. Ce n'est même pas une trahison, puisque justement elle est totalement consentie. Moi j'avais l'impression que cette trahison, enfin infidélité, allait arriver. Je me disais bon, on la voit venir à 100 000 km, mais en fait le fait que ce soit stoppé, je trouve ça assez beau. Alors peut-être c'est réactionnaire, mais moi je trouve qu'il y a c'est là que je dis qu'il déjoue la dépravation du rock'n'roll qu'on attend. Oui, mais parce qu'il est réactionnaire, parce qu'en fait c'est des personnages qui n'ont jamais existé, à mon sens. C'est des archétypes de personnages d'aujourd'hui qui sont plaqués à cette époque-là, de relations de couple, etc. C'est en ce sens pour moi qu'il est hyper conservateur. Et quand je parlais de pub de parfum, je parlais pas juste de l'esthétique de l'image et de la lumière, mais plus aussi de la direction artistique du truc, qui moi me fait vraiment penser à des pubs qu'on voit régulièrement, qui peuvent être très jolies, mais voilà. Beaucoup plus que Pawlikowski, qui a peut-être, comme tu dis, une image extrêmement léchée qui pourrait faire penser à ça, mais qui est beaucoup plus intéressant dans ce qu'il met dans son plan, pour moi. Mais selon moi, cette histoire de triangle amoureux, donc en effet, je l'ai déjà dit, je vais le redire, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film, mais je suis pas du tout d'accord quand vous dites que c'est réac, quoi, pas du tout. La nana, elle est pas amoureuse de Victor, elle est avec son mec, et elle est amoureuse de son mec quand il était un peu une rockstar. Et en fait, ce qu'elle aime dans Victor, enfin la nana de Mike, je veux dire, mais ce qu'elle aime dans Victor, c'est justement cette pulsion rock'n'roll, cette pulsion que Mike n'a plus, et c'est pour ça qu'elle a envie de l'embrasser, mais c'est pour ça non plus qu'elle poursuit pas le truc, parce qu'elle sait très bien que ça va partir. C'est pas du tout pour ça que je dis que c'est réac à moi. D'ailleurs oui, elle dit oui, c'est un amour de récréation. C'est pas du tout pour ça que je dis que c'est réac à moi. À la limite, l'histoire amoureuse, je m'en désintéresse totalement, et ça ne prend pas, ça n'influe pas sur, si ce n'est que ça m'ennuie totalement, ça n'influe pas sur le fait que je dise que le film est réac. C'est plus par rapport à son positionnement, par rapport à cette révolte qu'il essaye de filmer. Mais il te dit jamais c'était mieux avant. Non, mais c'est ce que le film ne dit pas ça, mais c'est ce que le film représente par rapport à ce qu'il voudrait dire sur la Russie d'aujourd'hui, mais qui ne marche à aucun moment. Mais il te parle pas de la Russie d'aujourd'hui, il en a rien à foutre. Il te parle de la Russie de l'époque. Il te montre comme c'était de faire du rock'n'roll à ce moment-là dans la Russie, c'est tout. D'un mec qui est en prison pour des raisons un peu obscures, et du coup on se doute quand même qu'il veut faire un. Enfin moi je l'ai vu comme ça aussi. Bah, c'est parce qu'il est pas hyper tendre avec le système dans lequel de la fin du début des années 80 qui est montré dans son film. Après je sais pas, ce mec fait 12 mises en scène par an et il a déjà fait 8 longs métrages, donc c'est sans doute pas des raisons qui sont liées à ce film en particulier pour lesquelles il est assigné à résidence. Mais moi je trouve jamais que le film soit... Il est nostalgique, oui, parce qu'il est nostalgique de ta jeunesse, il est nostalgique du moment où tu étais rock'n'roll, du moment où tu te souciais de la jouvence, de la bohème, il est nostalgique de ça. Ben voilà, tu viens de... Moi, je vois jamais à quel moment ils sont rock'n'roll, ces personnages-là. C'est ça, moi, mon problème, c'est que je le trouve vraiment... C'est des ados un peu mal dégrossis, mais qui sont jamais rock'n'roll, à mon sens, qui sont très, très mesurés, très posés dans leur choix, très réfléchis dans leur choix. Quand on va tromper l'autre, on va en discuter auparavant avec son conjoint, et puis après, on va en rediscuter derrière. C'est quand même du... Je m'attendais peut-être à voir la mère Chaperon qui allait arriver entre les deux. Moi, j'ai pas l'impression ni que le film, ni que les personnages cherchent vraiment à être rock'n'roll. D'ailleurs, même Victor et la musique qu'il produit, il le dit lui-même, c'est pas vraiment du rock, c'est pas du punk en tout cas. Et je trouve que c'est un peu paradoxal de venir reprocher au film d'user d'effets un peu datés ou un peu... Je pense que la liberté du film, c'est justement de s'en foutre, de dire il faut absolument proposer quelque chose de nouveau. C'est pas du tout ça l'idée. Et il ne le fait pas du tout, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on peut vraiment condamner le film sur le fait qu'il use des effets si tu essaies de capturer cette énergie-là, etc., que c'est cette idée que tu vas essayer de reproduire, t'essayes aujourd'hui de captiver le spectateur actuel par d'autres effets, pas en reproduisant des trucs datés. C'est vraiment ça. Le film se veut carrément rock'n'roll, ne serait-ce que la première scène qui suit dans le train, qui suit la belle scène sur la plage, la belle scène du film, où ils sont dans un train ou un tram, je sais plus, enfin dans un train, qui est
on comprend rien de qui est quoi, de qu'est-ce qui se passe, etc. Je pense que c'est pas juste parce que le mec sait pas placer sa caméra, même s'il doit y avoir un peu de ça. C'est juste que il essaie de faire un truc un peu vivant, un peu rock'n'roll, un peu punk. Mais du punk, ça a beau être simple, ça a beau être des gimmicks simples, si c'est pas dans le temps, ça marche pas, quoi, tu vois. Et là, on est exactement là-dedans. Ouais, mais j'ai l'impression que vous attendez un peu du film qui soit rock'n'roll, mais d'une manière très cliché, en fait. Parce que le film, moi, je le trouve effectivement assez nonchalant par moments, mais comme toutes les rockstars peuvent être nonchalantes, comme on peut tous être nonchalants même dans des moments de très libre ou de c'est fougue, c'est pas que j'attends ça, moi j'avais pas d'attente aussi. J'avais pas d'attente par rapport au film, c'est juste que le film essaye de proposer quelque chose qui se veut par instant être rock'n'roll nonchalant, comme tu dis, un peu poète maudit, avec ce personnage de l'acteur sud-coréen là. Victor Tsoi. Mais il y a certaines scènes où il propose quelque chose de plus volontairement foutraque, bordélique, même voire un peu violent dans la scène dont je parle. Et ça prend jamais, quoi. C'est pour ça, moi, c'est en fait le discours que je te tiens, c'est parce que quand je vois ces séquences-là, je me dis tiens, il essaye ça, mais ça ne marche pas. Et je vois un aveu d'échec à ce moment-là dans chacune de ces séquences. Et en plus, quand il m'en fait une, puis on revient une seconde, une troisième, et je me dis mais arrête, tu te fais mal. Et tu me fais mal. Pour moi, le film, en fait, raconte justement la maturité qui arrive et du coup cet abandon de l'état d'esprit qui est rock'n'roll au départ, qui est plus libre, plus de chercher quelque chose et qui en fait se fait rattraper aussi par son couple, par son enfant, par sa vie, par la Russie, à justement en fait la réalité n'est pas toujours rock'n'roll et elle n'est pas toujours complètement libre et en fait j'ai l'impression que l'engoncement des personnages que Serebrennikov veut donner justement et veut donner à voir par l'état d'esprit, vous le reprochez au film. Merci, on a été très long de nouveau sur les taux de Kirill Serebrennikov, mais je crois que ça doit être le débat le plus contradictoire qu'on a eu de toute l'histoire de Transmission. Et on va pour un enchaîner film de merde. tout de suite C'est con. avec les conseils. Honneur aux invités, monsieur Nicolas Clément, quel est votre conseil pour le mois qui vient ? Je vais vous conseiller d'aller voir un film de Claire Denis. Donc c'est un nouveau film High Life, qui est son premier film de science-fiction en fait, qui est un film assez bizarre, un peu vaguement sous patronage Kubrick-Tarkovsky, donc on est plutôt dans ce genre de SF là, donc un peu SF métaphysique on va dire. SF de merde quoi. Mais avec un ton, c'est un film assez singulier en fait, qui parle beaucoup ça tourne beaucoup autour de l'idée de tabou, donc le tabou du meurtre, du viol, mais aussi le tabou de l'inceste. C'est un film qui parle beaucoup de sécrétion corporelle, donc c'est pas trop un film Kubrickien en fait. Il y a beaucoup de sang, de salive, il y a aussi beaucoup de sperme en fait dans ce film. Voilà, c'est un film assez à part. Je crierai pas au chef-d'œuvre, mais moi, ça vaut la peine d'aller le voir vraiment. Et alors, en parallèle à la sortie de ce film, la Cinémathèque a l'excellente idée d'organiser une rétrospective Claire Denis. Donc vous pouvez tous aller revoir Un beau soleil intérieur que vous aviez adoré. Et mais donc c'est 30 ans de long métrage. Et aussi, en plus de ça, ils font une rétro sur sa directrice photo fétiche Agnès Godard. Donc ils remontrent des films de Téchiné, Zonka, ce genre de choses. Pierrot le Fou. Voilà, donc Claire Denis. Merci beaucoup Nicolas. Lucien, qu'as-tu comme conseil dans ta besace ? Outre, on en a parlé en début d'émission, une excellente idée de revoir tous les Friedkin, tous les Huston, tous les Clouseau, tous les Coppola, etc. Ouais, les Mankiewicz, c'est pas mal non plus. Et évidemment, F de Mankiewicz. Non, je vais vous parler de deux trucs. Je vais vous parler d'une série assez inégale qui vient de sortir sur Netflix, mais dans laquelle il y a de très bonnes choses, qui est le dernier projet de Fincher et Tim Miller. Un mélange qui peut sur le papier paraître très improbable et qui l'est à l'écran, et c'est ça qui est assez jouissif par instant. Donc voilà, je disais, les épisodes sont assez c'est une série de, je ne sais, 18 ou 28 épisodes des courts-métrages entre 5 et 20 minutes d'animation, à chaque fois réalisés par une équipe d'animation totalement différente, mais toujours sous le thème, je veux dire, du monstre et du robot. C'est geek à mort. C'est un peu la nuit fantastique rencontre la nuit du court-métrage. Ça se regarde très vite. Il y a des trucs thématiquement, c'est pas égal du tout, parce qu'avec des programmes aussi courts, parfois c'est un peu vite bouffé, vite oublié. Mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très réussis. Et je vais vous parler d'un film. Mais je pense pas que tu as dit le titre en fait de la série.
C'est vrai que ça s'appelle Love, Death plus Robots. Et on peut penser que c'est un petit peu le projet qu'avait Fincher quand il voulait adapter Métal Hurlant, qui s'est pas fait et qui à mon avis est un peu cet accomplissement sous cette forme-là. Je trouve que c'est un plutôt bel accomplissement dans l'ensemble. Et alors je vais vous parler d'un autre petit film dont personne ne va vous parler, qui s'appelle The Way Back, qui est probablement qui est un film assez peu intéressant d'un point de vue formel, mais qui raconte l'histoire d'un néo-arrivant, comme on dit, irakien, et qui, à l'annonce de la future naissance de sa fille avec une compagne française qu'il a rencontrée en Belgique, va décider de faire le chemin inverse, son chemin européen inverse, à savoir repartir de Bruxelles pour aller jusqu'en Grèce. Et le film se permet de soulever l'absurdité totale de ces fermetures de frontières fascisantes à coups d'anecdotes que même les représentants autoritaires des pays qui traversent avouent être insensés et rappellent par là même que donner naissance peut aussi être un acte politique. Voilà. Merci. Lucien, Manu. Moi, puisque Park Chan-wook revient un peu dans l'actu avec l'annonce d'un western qu'il devrait réaliser sous peu, je vais vous conseiller non pas une de ses réalisations ciné, mais une de ses réalisations de télé, qui est la mini-série The Little Drummer Girl, une mini-série en 6 épisodes adaptée de John le Carré, qui est sortie il y a 1 mois ou 2 sur la BBC. Donc, c'est donc, comme le veut le nom de John le Carré, une série d'espionnage centrée autour d'une série d'attentats à la bombe sur des cibles israéliennes. Une série d'attentats à échelle internationale, puisqu'on passe à la fois par l'Allemagne, la Grèce, l'Angleterre et l'Italie, si je ne me trompe pas, et que devait jouer une cellule du Mossad qui choisit de recruter pour sa mission d'infiltration une comédienne de théâtre qui est ici incarnée par Florence Pugh, qu'on avait vue et défendue dans The Outlooking il y a quelques mois. Donc voilà, on retrouve des thèmes chers à Park Chan-wook qui sont celui de la manipulation, la frontière entre la fiction et le réel. Mais même si le scénario a certaines petites lacunes et faiblesses, notamment dans l'écriture des personnages masculins, le personnage féminin est extrêmement fort. Et je trouve que c'est une nouvelle confirmation de la bonne santé du cinéma de Park Chan-wook après Mademoiselle, qu'on avait ardemment défendu, d'un retour de ce grand cinéaste à quelque chose de vraiment, pour le coup, incarné, avec des beaux personnages. C'est une série qui est extrêmement bien découpée, photographiée, mise en scène. Ça semble vraiment pensé pour le cinéma sous une forme plus ample. Donc voilà, je vous conseille ardemment de voir ça, en attendant vivement son western, parce que je pense qu'après quelques années de perdition, après Lady Vengeance, il est de retour en très grande forme. Et le titre de la série, tu l'as dit, mais je voudrais... C'est The Little Drummer Girl, la petite fille au tambour. Ok, merci. Moi, je vais enchaîner. Donc, il y a quelques semaines, j'ai proposé à mes collègues pour le programme de transmission de regarder une ressortie qui est la ressortie de la liste de Schindler, et tout le monde m'a dit oh non, pas ce film-là, oh, trop lourd, oh, trop relou, etc. Et j'ai l'impression on va faire un bon film en noir et blanc, Leto, quoi. Et donc j'ai l'impression que ce film, il a été vu quand il est sorti un peu comme il fallait faire ses devoirs pour l'école, et que depuis tout le monde l'a un peu oublié ou mis de côté, ou en tout cas pas assez revu. Je trouve que c'est un film dont la mise en scène est absolument incroyable. C'est un film qui est constamment brillant dans la manière dont dans son découpage, dans la manière dont il transmet les enjeux à l'écran, dans la manière dont, rien que la scène dans les 10 premières minutes, la scène de présentation du personnage et de son caractère opportuniste, comment c'est mis en scène, c'est absolument... je pense que c'est vraiment Spielberg à son meilleur. Et puis c'est aussi très très beau, comme dans une entreprise de déshumanisation. On va lutter contre cela en retrouvant le nom de plus de 1000 personnes. Voilà, je trouve que c'est quand même un film qui est thématiquement hyper bien tenu et qui en plus est impressionnant au niveau de sa mise en scène, mais à chaque minute. Donc c'est important de revoir ce film-là. Voilà. Arrête, Oli, tu me fais du mal. On pourrait en faire une émission, parce que moi je suis pas du tout d'accord. Julien. Oui, je voudrais parler d'un film de David Lynch. Je vais être très succinct et très rapide pour clore l'émission, qui est Lost Highway, qui ressort en salle et en copie restaurée en DVD prochainement, qui est un des 2 plus grands films que David Lynch ait réalisé. À ton sens? Puisque le premier reste Mulholland Drive. Et Blue Velvet, c'est de la merde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si on exclut Blue Velvet,
et Mulholland Drive. Et d'autres. Et qui est toujours un beau voyage à faire. Et c'est l'occasion de le refaire très rapidement. Donc Merci ça ressort beaucoup. au Palace. Merci pour cette analyse Palace, absolument pertinente et précise T'en du prie. film de David Lynch. Très bien, merci beaucoup Nicolas Clément d'avoir été avec nous. On est vraiment très contents et on sera présent le 27 avril pour l'ouverture du Kinographe. Ouais, tout à fait. Merci messieurs et à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.